tous! Alors, une fois n'est pas coutume, je vais parler avec des mots au format vidéo plutôt que de faire des trucs à l'écrit ou avec des images. Donc, c'est un exercice un peu difficile pour moi, mais ça va bien se passer. Alors, vous m'avez posé plein de questions, notamment une personne qui m'a posé plein de questions, donc du coup c'est cool, ça va nous faire une super FAQ. On va commencer avec Shikamaru qui me demande tout simplement qui es-tu, d'où viens-tu et que fais-tu? Alors, qui je suis Lucille, si vous êtes là c'est qu'a priori vous me connaissez. Je viens de la Buisse, qui est à côté de Voiron, qui est à côté de Grenoble en Rhône-Alpes, en France, pour si jamais il y a des gens qui sont en dehors de France qui regardent ceci. Que fais-tu? Que fais-je? Eh bien dans la vie je fais beaucoup trop de trucs, à savoir du dessin. Donc je suis un petit peu illustratrice, même si au final le dessin ça va peut-être être ce qui va me permettre de passer à l'écriture et à la création de costumes, notamment avec le travail du cuir. Donc je suis artisan du cuir, autrice et de temps en temps quand ça m'arrange, illustratrice. Ensuite, nous avons plein de questions de la part de Dristan et je suis vraiment super heureuse qu'il m'ait posé toutes ces questions parce qu'il y en a beaucoup qui sont des questions qui reviennent sur les salons du livre et donc du coup ça m'a permis de faire un super récap et on va pouvoir répondre à tout ça. Alors, permettez-moi de prendre mon papier parce qu'il y a vraiment 15 000 questions. Alors, comment est-ce que je me définis? Ça va dépendre énormément en fait de la personne que j'ai en face de moi. Donc sur des salons du livre, face à des lecteurs, je vais me présenter comme une autrice, tout simplement. Enfin, quand j'ai mon stand, c'est beaucoup plus simple, hein. S'il y a du cuir sur le stand, je me présente comme artisan du cuir. S'il y a des bouquins, je me présente comme autrice. Comme ça, c'est très simple. Et sinon, dans ma vie, je dis que je suis indépendante, artisan du cuir, autrice, illustratrice. Et en fait, en général, je déroule si la personne pose des questions, que je vois qu'elle est intéressée, mais si je vois qu'elle s'en fiche complètement, je... Ensuite, on a une autre question de Tristan. Comment est-ce que je gère mon temps entre ces différentes activités? Alors, en fait, c'est super simple. J'ai un emploi du temps, donc déjà j'ai un créneau d'écriture. Et après, pour le reste de la gestion du temps, je vais avoir le créneau comptabilité le premier du mois, je vais avoir un créneau communication, démarchage, qui va me prendre une demi-journée du coup par semaine, au moins une demi-journée par semaine, une autre demi-journée par semaine qui est calée pour tout ce qui va être les achats de matériel, est-ce qu'il faut que je me déplace pour aller dans un magasin qui est à Pétaouchnok pour avoir du cuir ou des bons outils, la recherche de matériel également, enfin tous ces trucs-là qui vont être vraiment liés un peu la recherche et développement de l'entreprise. Donc ça voilà, c'est un créneau par semaine, communication un créneau par semaine, écriture un créneau par semaine, ce qui fait que tout de suite déjà j'ai le reste du temps en fait qui me reste, ça va être le temps vraiment dédié à la production, qui va du coup s'étaler sur 3-4 jours dans la semaine. Et sur ce temps-là en fait je fais en fonction des commandes et des événements que j'ai de prévus. Donc si j'ai plein de commandes, je cale mes commandes et puis du coup je dis ok bon toi je te pose en semaine 32, tu seras fabriqué et hop voilà. Et du coup que ce soit du cuir ou de l'illustration, ça change rien en fait. Voilà, donc je m'organise vraiment en fonction des commandes que j'ai. Alors, Tristan a de très bonnes questions, et la question qui suit c'est est-ce que chaque activité est bénéficiaire ou pas? Alors, parlons thunes. Faut savoir que être indépendant, être artiste, ça gagne pas franchement très bien. Donc pour l'instant, pour être honnête, y a rien qui est bénéficiaire. Enfin qui est bénéficiaire suffisamment pour me faire gagner ma croûte en tout cas. Il faut savoir que j'ai lancé mon entreprise sur l'unique condition que j'ai accès au chômage. Parce que démarrer sans le parachute du chômage quand on n'a pas forcément beaucoup de côté, c'est juste pas possible en fait, enfin, sauf si on habite chez ses parents ou alors qu'on a un mari riche et tout ça, voilà. Donc là, l'idée c'est que actuellement, donc avec l'écriture, le Tipeee il me fait à peu près 100 € par mois, le Tipeee et Utip, donc les dons pour l'écriture c'est à peu près 100 € par mois, et pour l'instant, le cuir, l'illustration, entre les commandes et les salons du livre et les marchés, pour l'instant ça me fait à peu près 900, 800, 900 € par mois. Donc avec le Tipeee, on est à peu près à 1000 € de chiffre d'affaires par mois. Et en fait, sur ces 1000 € de chiffre d'affaires, déjà il y a 11% de cotisations sociales qui partent. Il y a à peu près 30-40% qui partent dans les fournitures, parce que le prix du cuir, le prix des outils, comme je suis encore en lancement d'entreprise, je rachète des outils régulièrement pour monter petit à petit en grade en fonction des besoins que j'ai. Ça, d'ici 5-10 ans, normalement, j'aurais plus besoin d'acheter autant d'outils, mais là, voilà, comme c'est
C'est rien que les matoirs, regardez. Rien que les matoirs, il y en a 15 000, ils coûtent chacun entre 7 et 15 euros. Voilà, donc là vous avez 150-200 euros, voilà, dans la main. Hop. Et puis pareil, chaque emporte-pièce pour faire les bouts de ceinture par exemple. Donc là vous allez pouvoir couper votre ceinture avec un coup de marteau. Donc celui-ci il est en forme de jeep, il est prévu pour les ceintures qui font 4 cm de large, voilà. Donc du coup, si je veux une autre forme et si je veux une autre taille de ceinture, techniquement je suis censée en acheter un pour chaque taille et puis un pour chaque forme. Et ça coûte 40 euros. Voilà. Donc quand on n'a pas forcément une fortune à mettre dedans au lancement, voilà, c'est compliqué d'avoir tout d'un coup, donc du coup je m'équipe au fur et à mesure, et donc du coup forcément, c'était quoi que je disais au début, oui, donc sur 1000 euros de chiffre d'affaires par mois, en fait, il va y en avoir 300 à 400 euros, ça va juste être des fournitures, donc les pots, les outils, les teintures, les consommables, tout ça, parce que pareil, hein, mes bidons de peinture, hop, un bidon de teinture comme ça part super vite. Voilà, donc du coup au final ça veut dire qu'il me reste à peu près 500 euros pour moi par mois sur le chiffre d'affaires que je fais. Donc une fois que le loyer est payé, il reste plus grand chose. Donc en fait, grâce à Pôle emploi, Pôle emploi va compléter jusqu'à ce que j'ai à peu près 1100 euros par mois net. Donc en fonction du chiffre d'affaires que je fais, si je fais que 300 euros, bah ils vont me donner plus. Si je fais 2000 euros par mois, ça ne peut pas encore arriver, mais bon. L'idée c'est qu'ils complètent pour que moi je puisse toujours être sûre de voilà, payer mon loyer et tout ça. Et donc ça, Pôle emploi, je l'ai pour 2 ans à partir du lancement de l'entreprise, qui a donc été lancée en août. Il me reste donc un peu plus d'1 an en fait pour arriver au point de rentabilité de l'entreprise, à savoir faire un chiffre d'affaires de 3000 euros par mois. Voilà, donc j'y suis pas encore, mais pour l'instant je suis à peu près à 1000, donc vu que je suis sur le lancement, que j'ai pas encore commencé à faire des médiévales, normalement ça devrait le faire. Voilà. Donc pour l'instant je gagne pas vraiment encore ma croûte avec, mais c'est en bonne voie, et donc ça c'est cool. Et ça c'est grâce à vous surtout, parce que sans vous, sans vous, voilà. Et là il y a une question que je me suis déjà posée et qu'on me pose aussi souvent en salon. Si tu faisais une percée fantastique dans une activité, avec la renommée, le revenu, blablabla, et que tu n'avais plus le temps de continuer les 2 autres, laquelle préférerais-tu continuer avec le changement de cadre ? En vrai je saurais pas vous dire, parce que dessiner ça a toujours fait partie de mon processus créatif, donc je peux pas m'arrêter de dessiner. Bricoler des trucs, pareil, ça a toujours été, j'ai toujours bricolé des trucs, je peux pas m'arrêter de bricoler des trucs. Quand je travaillais en bureau d'études en paysage, je faisais du cosplay et je passais tous mes week-ends sur du cosplay. J'ai besoin de fabriquer des choses avec mes mains. Et l'écriture, je raconte des histoires depuis avant même que je savais écrire en fait. Donc pareil, c'est le genre de truc que je peux pas juste arrêter. Donc du coup je vais biaiser la question, je vais comprendre la question d'une façon professionnelle. C'est-à-dire si jamais je devais abandonner les autres activités professionnellement et les faire juste un petit peu de temps en temps. Je peux pas répondre à cette question, c'est juste pas possible en fait. Bon, et puis dans la série des questions qui fâchent, Dristan en a une autre bonne question. Est-ce qu'il me reste du temps pour mes loisirs ? Non. Non. Il me reste pas de temps pour mes loisirs. Ah, un petit peu. Je joue un peu aux jeux vidéo de temps en temps. Mais concrètement, en fait, avant de professionnaliser tout ça, le bricolage, l'écriture, tout ça, c'était à mes loisirs, voilà. Et donc avant, je bossais dans un bureau d'études en paysage, et puis quand je rentrais chez moi, j'écrivais, je dessinais, je fabriquais des trucs. Donc là, en mes loisirs, en gros, des fois mon compagnon il vient et il fait « Oui Lucille, arrête de travailler là, ferme Facebook, arrête de faire du relation client, arrête de dessiner des trucs, vas-y pose-toi ». Puis je reste comme ça et je fais « je sais pas quoi faire en fait, je suis là, je n'existe plus en fait sans ces trucs là. » Donc d'autres loisirs que ça, non. Alors, attaquons la partie question costume avec une question de Hervé. Hervé qui a d'excellentes idées. Question donc, si nous on se cosplay en animaux, est-ce que tu as déjà essayé de faire un cosplay d'humain pour animaux ? Alors non, je n'ai jamais essayé. Puis rien que l'idée, quoi. Oh, déjà les proportions de l'être humain sont pas folles. Ensuite, il a la peau glabre. Non. Bon.
Passons aux questions fréquemment posées sur les marchés, notamment par rapport au travail du cuir. D'où qu'elles viennent les peaux, de quels animaux c'est globalement. Faut savoir que la plupart des peaux que j'utilise, pour le tannage végétal, ça va principalement être de la vache, qui va... Je reviens. Ce qui va permettre de faire du repoussage, des choses comme ça qui sont en relief, en fait, voilà, qui sont de cette couleur-là au naturel. Donc ça c'est du cuir de vache, tannage végétal, qui est une technique de tannage du coup, donc qui se fait avec des polyphénols végétaux. Et en fait, ça va permettre de pouvoir repousser le cuir donc en détail. Est-ce qu'il va faire la mise au point? Oui, voilà. Qui va pouvoir permettre de donner vraiment du relief au motif. Et il n'y a qu'avec le tannage végétal qu'on peut faire ça. Donc ça du coup c'est cuir de vache qui est très épais, parce que pareil s'il faut tailler dedans en relief, c'est mieux si on a un cuir qui est un peu épais. Donc ça c'est de la vache. Je travaille aussi avec du mouton et de la chèvre pour tout ce qui va être des doublures. Alors, on voit rien. On voit rien, on voit rien, on y voit. Donc, du coup, ça, c'est mon canapé d'atelier avec tous mes rouleaux de cuir. Donc ça va être donc la vache en tannage végétal. Ça, c'est du tout fin pour pouvoir faire des portefeuilles, par exemple. Ça va être du plus épais pour pouvoir faire... Donc ça, c'est du 2 mm et demi à peu près, c'est celui que j'utilise le plus. Donc ça, c'est pour faire tout et n'importe quoi. Des sacs à main, des armures, c'est trop bien. Et après, donc voilà, je disais, les doublures qui vont du coup être là beaucoup plus souples. Et donc ça, souvent, c'est de la chèvre, du mouton, de l'agneau, voilà, ça dépend. Hop, voilà. Donc ça, c'est les principales bestioles que j'utilise. D'une manière générale, de toute façon, j'utilise que des animaux qui sont destinés à l'alimentation humaine. Donc ici, il n'y a pas de carnivores. Et pour ce qui est de l'exotique, les seules exceptions que je fais, c'est quand c'est issu de déstockage, de recyclage. Voilà, puis quand on mangera plus de viande, je changerai de métier. Donc du coup, et d'où viennent les peaux? Alors j'ai plusieurs fournisseurs français, et globalement, de toute façon, ils se fournissent tous en tannerie, soit française, italienne principalement, et espagnole de temps en temps. La plupart des cuirs que j'utilise du coup viennent d'Italie, de vaches qui sont soit françaises, soit italiennes. Parce que c'est au niveau de la fermeté du cuir et de sa qualité, c'est celui qui est le mieux du coup pour le tannage végétal. Et voilà pour les questions fréquemment posées par les clients sur les marchés. Bah oui, je suis con, je vous parle d'autruche et puis je vous montre pas à quoi ça ressemble. Du coup, de la peau d'autruche, ça ressemble à ça. Voilà. Et c'est la patte de l'autruche en fait. Et du coup c'est sympa parce que ça fait effet peau de dragon. Donc du coup ça c'est issu de déstockage, donc c'est des trucs qui n'ont pas été vendus en maroquinerie de luxe ou les choses comme ça, les grandes maisons, voilà. Donc ça finit dans des magasins qui prennent toutes les fins de stock et puis et voilà. Et celles-ci en plus elles sont cool parce que comme elles sont pas traitées, en fait je peux les teindre de la couleur que je veux. Voilà, donc du coup je les ai vues, je les ai prises. C'est ma seule entorse pour l'instant aux animaux exotiques. Alors, passons maintenant à la phase bouquin des questions. C'est la plus longue. Je vais d'abord répondre à la question d'un lecteur que mon éditrice a eu sur un salon et à qui j'ai pas pu répondre parce que du coup j'étais pas là, parce que c'était à Rennes. Bonjour ma patate. Ça c'est patate. Dites bonjour au cucu de patate. Sa question étant, pourquoi est-ce que la description du griffon, donc l'arme qu'utilise Erika dans la saga Loup Rouge, pourquoi est-ce que cette description ne correspond pas au dessin? Je travaille ma patate, non? Alors tout simplement parce que le griffon en fait, je l'ai pensé, et je me suis dit, oh ça va être trop classe. Et ensuite je l'ai dessiné, et je me suis dit, ah ouais ça va être trop classe. Et après je me suis dit, ouais mais est-ce que ça marche mon truc en fait? Et donc là ça a été un des premiers trucs que j'ai fabriqué en Worbla. Voilà, c'est un matériau, c'est un plastique thermoductile qui est utilisé par les gens qui font du cosplay pour faire des armures, des armes, des choses comme ça. J'ai des poils de chat partout. Et donc du coup j'ai utilisé pour fabriquer mon griffon. Et là je me suis rendu compte que ma description ne marchait pas du tout si je voulais faire un truc fonctionnel en fait. Donc du coup j'ai dû changer le design complètement au moment de la fabrication.
On va aller le chercher. Hein. Alors, ça c'est le griffon que j'ai fabriqué en plastique. Voilà. Donc c'est du plastique, c'est du Worbla, c'est trop bien. Et du coup en fait les deux lames, elles font pas la même taille. Parce que ça marchait pas sinon. Et pour la petite histoire, ça c'est fabriqué en vrai acier, et en vrai acajou, et en vrai andouillé de serre. Et ça je l'ai fait fabriquer par un forgeron. Parce que c'est quand même super grave classe hein, d'avoir son artefact ultime légendaire en acier forgé pour de vrai, voilà. Et voilà, donc du coup c'est grave trop classe, c'est l'atelier sous la colline qui l'a fait. Bon, il n'exerce plus en tant que forgeron, donc ça sert à rien que je lui fasse de la pub, mais je le remercie énormément parce que c'est putain de classe. Voilà. Et donc du coup, le dessin final présenté dans le livre, c'est le dessin en fait de la version Worbla, donc la version plastique que j'ai fabriquée moi-même. Parce que celui en acier n'était pas fait avant. Et donc c'est pas la première version du coup de ce qui a été décrit dans le livre, parce que alors je me souviens plus si on a fait sciemment le choix de laisser cette description comme ça parce qu'elle était classe, ou si c'est juste que j'ai complètement oublié de changer la description entre la première édition et la deuxième édition de Loup Rouge, ce qui est possible aussi. Donc voilà pourquoi est-ce qu'au final la description du griffon ne correspond pas au dessin du griffon. C'est parce que quand on écrit des trucs, des fois, on écrit des trucs, ça marche pas tout à fait dans la vraie vie. Et nous revenons avec Dristan qui a une autre question. Quels sont tes goûts en matière de culture, lecture, films, jeux vidéo, etc. Et en quoi est-ce que ça a influencé Loup Rouge ? Alors, j'ai pas une culture méga folle, hein. Disons que quand j'ai commencé la lecture, les romans, s'entend, c'était surtout des bouquins qui se passent dans le Grand Nord. Donc ça va être des choses un petit peu comme Cro-Blanc, mais Cro-Blanc ça va être le seul que j'ai pas lu dans tout le tas. Mais c'est un petit peu le même concept, voilà, des chiens-loups, de la neige, en mode survie, dans la jungle avec des animaux sauvages. Et toujours ce rapport, alors pas fantastique parce que c'est pas du fantastique, mais ce rapport d'incertitude entre le lien de l'homme et le lien de la bête, en fait, qui fait qu'au final, il y a plus de différence entre l'homme et la bête dans ces bouquins-là. Et du coup, c'est quelque chose qui, pour moi, vu que j'ai commencé à lire avec ces trucs-là, m'a semblé tout à fait naturel. Et je pense que ça a beaucoup influencé Loup Rouge, voilà, vous savez, vous voyez quel est le lien. Bonjour Patate, elle a vu un oiseau. Sinon ensuite, dès que j'ai découvert le fantastique, forcément, ça a été Le Seigneur des Anneaux, ça a été Harry Potter, j'ai grandi avec Harry Potter. En termes de jeux vidéo, j'ai pas joué à beaucoup de choses, mais je suis une fan inconditionnelle des Elder Scrolls, donc Morrowind et Skyrim surtout. Donc tout cet aspect, tu commences petit bouseux et puis tu accumules des compétences et des armes de haute qualité et puis tu vas monter faire ta grande mission épique, tout ça. Vraiment rester dans ces cultures de l'imaginaire, plutôt fantasy. J'ai essayé de lire un petit peu de science-fiction, genre la vieille SF, mais j'adhère moyennement. Donc vraiment, je reste beaucoup dans des univers fantasy avec de la magie, et où il y a cette incertitude en fait sur les pouvoirs réels, sur le potentiel réel du héros, qui va devoir apprendre à découvrir au fur et à mesure. Ce qui peut couvrir du coup un très large panel de bouquins, de films, de jeux vidéo, voilà. Tac. Alors continuons parce que Dristan il a plein de questions. Question suivante. En général, un univers fictif est soit magique, soit technologique. Est-ce que tu dirais que mélanger les deux est une opportunité ou une difficulté dans la création d'un scénario ? Alors, moi j'adore faire ça. Donc ceux qui ont déjà lu le tome 1 de Loup Rouge peuvent peut-être commencer à se dire que effectivement là oui, donc mélanger la technologie et la magie, c'est tellement d'opportunités parce que on a plus non seulement le ta gueule c'est magique, on a le ta gueule c'est une technologie pas encore découverte par les humains d'aujourd'hui. Donc en fait ça permet de switcher de l'un à l'autre. Quand on a une explication scientifique, du coup on se base dessus et ça a l'air super réel et ça a l'air trop bien et super concret. Et dès qu'on touche nos limites on fait en fait c'était magique. Donc ouais, ça développe plein d'opportunités. Après il faut savoir le doser correctement pour que ça reste cohérent avec l'univers. Que ce soit technologie futuriste ou que ce soit magie, dans tous les cas, une fois que le cadre des règles est créé et surtout est annoncé
au lecteur, il faut pas en changer. Parce que en changer une fois, ça va faire waouh, le héros il a brisé les règles, c'est trop ouf. Mais le faire tous les chapitres, bah du coup en fait ça pète complètement la cohérence de l'univers. Donc pour moi, les deux sont vraiment liés. Il y a Anne McCaffrey qui a écrit toute sa saga, La Ballade de Pern, qui joue là-dessus aussi énormément, hein, parce que sa planète sur laquelle se déroulent toutes ces aventures fantastiques avec des dragons et tout, a été colonisée précédemment par des terriens. Donc du coup, bah, ça commence avec le vaisseau qui s'installe, les fermes avec les machines qui se mettent en route, etc. C'est cool, c'est vraiment grave cool. Alors, la question qui tue et qui me met un peu la honte, est-ce que je pense que mon niveau d'écriture il a évolué depuis Loup Rouge 1 jusqu'à Loup Rouge 3? Et est-ce que je ferais autrement pour le premier maintenant? Alors, je vais être très honnête, le tome 1 je l'ai réécrit intégralement 6 fois, parce que chaque fois que j'ai mis le nez dedans je trouvais ça naze, une fois que je l'avais réécrit je trouvais ça bien, et quand je remettais le nez dedans un an après je trouvais ça naze. Donc, j'ai remis le nez dedans il y a pas longtemps. Pas pour le tome 3, mais parce que j'ai sorti l'audiobook du tome 1, et donc du coup il a fallu le relire et l'entendre lire par le narrateur qu'on a enregistré, qui a fait plusieurs prises, tout ça. Donc je me le suis bien tartiné récemment, le tome 1, et ouais, honnêtement ça pique. Si je devais le réécrire, je le réécrirais probablement intégralement. Je crois que toutes les phrases... Mais des fois ça se joue à juste un mot, hein. Mais oui, forcément le style il a énormément évolué. Et du coup le tome 1, bon, arrivé à un moment, faut savoir s'arrêter, hein. Si l'éditeur a dit que c'était correct, j'ai plein de gens qui l'apprécient, donc c'est qu'a priori il est pas si pourri que ça. Mais c'est vrai que, voilà, si on m'y demandait qu'à moi, je le réécrirais encore parce que il me va pas, voilà. Ne parlons pas de l'immaturité de certains personnages dès le début, hein, voilà. J'ai honte, j'ai grand honte, voilà. Ne me posez plus cette question. Enfin, le point positif, ça reste que je me suis améliorée, hein. Parce que globalement, que ce soit les bêta-lecteurs ou que ce soit l'éditeur, globalement, ils sont tous d'accord pour dire que mon tome 3, c'est mon chef-d'œuvre. Il y a le deuxième chat qui est là. Vous avez vu un bout d'oreille. Et que je me suis vraiment beaucoup améliorée sur ce tome 3. Que le tome 2 était déjà un certain cran au-dessus du tome 1, et le tome 3, il est encore un cran au-dessus du tome 2. Donc ça c'est bien, ça veut dire que j'évolue, ça veut dire que mon style a énormément mûri, et du coup pour la suite, normalement ça veut dire que je vais écrire des trucs de mieux en mieux. Espérons. Et donc, en parlant d'évolution, on va pouvoir enchaîner, magnifique transition, avec une question de Laurent qui me demande sur quel livre travailles-tu en ce moment? Alors, je vous parlais d'évolution, je vous parlais de honte. Et donc du coup, je suis dans l'énorme regret de devoir vous annoncer que il est probable que j'écrive un peu de la romance. Alors rien que de le dire, ça me fait un petit goût de vomi dans la bouche. Donc rassurez-vous, hein, on va pas être dans des trucs à l'eau de rose, voilà. Hein. Mais il se trouve que j'ai davantage envie de parler de relations... très forte entre plusieurs personnages, et ce genre de relation très forte, se trouve normalement peut se trouver dans un couple, voilà, ou dans un trouble, dans ce que vous voulez, mais enfin bref, quand on parle de relations entre deux personnes qui sont intenses, un couple c'est un bon exemple, voilà. Donc du coup, mon prochain bouquin, il y aura du relationnel dedans, beaucoup de relationnel, voilà. J'avais pas prévu de l'écrire comme ça, mais il se trouve que voilà, mes personnages font n'importe quoi, ils ont un passif, et du coup ils font n'importe quoi, et il y a besoin d'expliciter tout ça pour pas que ça ait l'air de sortir de n'importe où. Et je trouve ça intéressant en plus de traiter ces aspects-là avec juste la petite bascule de bienveillance qu'il faut pour montrer que même quand il y a des situations conflictuelles ou des choses comme ça, que tout peut se traiter en fait dans le respect de l'autre personnage. Bref, j'espère que ça va pas être trop nul parce que dit comme ça a l'air franchement prétentieux, mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Et donc concrètement, parce que là je suis en train de vous dire que ça va parler d'un truc nul, ça va pas trop vous donner envie de le lire, quoique j'ai plein de lecteurs qui m'avaient demandé de la romance dans Loup Rouge, donc ceux-là normalement, bah voilà. Hein, ça va arriver. Concrètement, du coup, ce bouquin-là, ce sera un one-shot, donc on sera pas sur une saga, on sera sur un livre qui se lit tout seul. Ambiance science-fiction, voilà, donc j'aime pas lire de la science-fiction, mais j'aime écrire de la science-fiction, chercher l'erreur.
Et ça se passe globalement dans mon multiverse loup rouge. Savoir que loup rouge, en fait, c'est la porte d'entrée dans mon grand univers avec la planète Minda et tout ça. Alors, Dristan m'avait posé cette question-là aussi. Est-ce que j'ai d'autres idées pour des histoires dans d'autres univers, et est-ce que je prévois de continuer sur d'autres tomes l'histoire d'Erika? Donc pour ce qui est d'autres univers, donc j'écris déjà dans l'univers de Minda, dont le loup rouge est la porte d'entrée, et j'écris dans l'univers d'Aventurière Intérimaire, qui est un univers créé par Laurent Pandarias. Pour l'instant, le livre n'est plus disponible, mais on est en train de négocier avec un éditeur. Donc, si ça se fait, ça devrait être réédité pour 2023. Pour l'instant, il n'y a rien de signé, donc c'est juste en phase de discussion. Donc voilà, mais normalement c'est en bonne voie. J'avais réfléchi à l'auto-éditer, mais comme je vais lancer mon entreprise, j'ai plus 3000 € à mettre dans l'impression d'un bouquin. Donc pour l'instant, voilà, on essaye de passer par l'éditeur, surtout que celui-là, il fait des trucs qui sont franchement super cool. Donc si ça matche bien, ça sera cool. Donc du coup, créer dans d'autres univers, pour l'instant, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Puisque mon univers Minda, en fait, j'ai genre 15 000 idées qui sont prêtes depuis le lycée, et Loup Rouge, c'est juste l'intro, voilà. Donc j'ai mis 10 ans à peu près à sortir cette trilogie. Là, je suis en train de bosser sur la suite. Je viens de spoiler. Le one-shot que je suis en train de faire, donc c'est... Mais je suis pas obligée de vous spoiler, parce que je peux couper au montage. Bon, c'est pas grave, on va le garder. C'est pas vraiment une suite, dans le sens où ça se passe dans un contexte complètement différent, ça se passe beaucoup de temps après. Mais du coup, on va retrouver quelques personnages qu'on a vus dans le rouge. Mais l'idée, c'est d'amorcer... Putain, les moineaux, ils ont déjà fini la mangeoire. C'est d'amorcer, en fait, la transition vers la grande saga épique qui se passera du côté de ma planète principale. Avec une ambiance, du coup, là où on sera vraiment plus dans la grande fantasy, voilà. Alors, je crois que j'ai bientôt plus de batterie. On va enlever ça. Question suivante posée par Tristan. Alors, Loup Rouge est adapté au cinéma. C'est une question, hein, pas une affirmation. Quels seront les acteurs que j'imagine pour les personnages principaux? Alors, honnêtement, je sais pas à quoi ressemblent mes personnages, hors quelques traits physiques décrits dans le bouquin, histoire qu'on puisse se faire une vague idée, mais je n'ai pas d'idée plus nette que la vague idée que j'ai dans les descriptions des bouquins. Donc en clair, en fait, ce qui est plus important pour moi, plutôt que la tronche de l'acteur, ça va être de savoir s'il est capable de se mettre dans la peau du personnage. S'il est capable d'avoir les mimiques que j'imagine, s'il est capable d'avoir les intonations de voix, la prestance, ou au contraire les impressions de pas sûr de soi que j'imagine pour mon personnage. Et après, savoir si l'acteur il est blanc, noir, chauve, tatoué... Enfin, les tatouages, à la limite, si c'est pas cohérent avec l'univers, ça m'embête. Mais sinon, pour le reste, en vrai, Erika, elle est rousse, elle a les yeux verrons. Les yeux verrons, c'est important parce que ça permet de la reconnaître quand elle est sous sa forme de louve, et de la reconnaître à coup sûr. Mais en vrai, le fait qu'elle soit rousse, je l'exploite pas spécialement, donc si l'actrice elle est pas rousse, en vrai, c'est pas grave. Et dans l'absolu, l'idée que la louve soit reconnaissable immédiatement comme étant Erika, si elle a une tache de naissance en plein milieu de la tronche, ou alors une oreille coupée d'une façon très identifiable, ça marche aussi. Hein. Donc franchement, la tronche des acteurs, j'en sais rien. Par contre, pour Sandragon, je veux Jason Momoa, parce que il faut qu'il soit badass. Au début, je pensais à Dwayne Johnson, The Rock, parce que il me fait marrer cet acteur, mais en vrai je sais pas s'il sera capable d'avoir la prestance que doit avoir Sandragon, alors que Jason Momoa, honnêtement, je pense qu'il aura aucune difficulté à rentrer dans le personnage. Démarrage du nettoyage planifié. Ça c'est le robot aspirateur qui se met en route, donc il va y avoir un bruit dégueulasse. Alors la caméra n'avait plus de batterie, et du coup le soleil a tourné, et du coup la lumière a changé. C'est normal, tout est tout à fait normal. Alors, nouvelle question, toujours par Tristan, parce qu'il a plein de questions intéressantes. Alors,
Tu préfères t'immiscer à fond dans le projet, superviser, ou au moins donner ton aval à chaque décision importante, ou au contraire, laisser. Bonjour ma patate. Honnêtement, je pense que je serais l'autrice conseillère parmi les plus chiantes qu'il y a dans le monde du cinéma. Parce que il y a des détails, je vais leur dire non mais allez-y, on s'en fout, modifier un peu le scénario, changer les dialogues, changer la couleur de peau des personnages, de toute façon je sais même pas quelle couleur de peau ils ont, on s'en fout. Mais par contre, il y a des détails sur lesquels je vais être super chiante. Parce qu'il faut qu'il y ait des informations particulières qui passent, en fait, parce qu'ils vont être nécessaires à la construction de mon univers, derrière. Et donc du coup, si ces choses-là, que ces informations, ces objets, ces choses-là ne sont pas abordées ou ne passent pas, en fait, ça va complètement me bloquer pour la suite. Donc il faut absolument que ces choses-là restent. Je serais super chiante aussi pour ce qui est de la BO, je pense. Parce que la musique dans les films, ça fait quand même beaucoup. Et moi, je vais être chiante, je veux une musique à thème. Je veux que chaque personnage principal, il ait son thème musical, que ces thèmes puissent s'entrecroiser, grandir, diminuer. Je veux qu'on se souvienne de ces musiques, qu'on puisse les chantonner, les siffloter. Donc du coup, je pense que je serais beaucoup plus chiante sur la BO que sur le scénario en lui-même du film. Parce que, comme je le disais, par exemple, pour le tome 1, il y a plein de scènes que j'aurais changées moi-même si je devais le réécrire aujourd'hui, donc qu'il soit rechangé pour un film, ça revient à peu près au même. Et le deuxième truc pour lequel je serais super chiante, c'est pour l'animation des loups. Parce que je pense pas que ce serait quand même bien pratique de le faire avec des vrais loups, donc on serait sur des animaux animés par ordinateur. Et alors, je veux pas me retrouver avec des trucs dégueulasses comme à la Twilight, hein. Donc du coup là-dessus je vais être ultra chiante sur le mouvement des poils, le mouvement des oreilles, le mouvement des yeux, la façon de bouger, tous les petits écarts, tous les petits dérapages, tous les petits mouvements parasites qu'un véritable animal pourrait avoir, ça je veux le retrouver dans l'animation. Donc en vrai, je serais plus sur le dos des animateurs 3D que sur le dos du scénariste ou des choses comme ça. En vrai, je serais super chiante. Alors, passons à la catégorie suivante, les conseils aux écrivains débutants. Alors, en vrai, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo complète, et il y a déjà plein de youtubeurs, d'auteurs sur YouTube qui traitent le sujet, donc du coup je vais essayer de pas développer plus que ça. Dristan me demandait si j'avais des conseils pour garder le cap, ne pas se décourager, des erreurs à éviter, etc. tant sur écrire une histoire que sur le monde de l'édition. Ce que je peux vous dire, c'est que il y a une énorme différence entre écrire et se faire lire. Écrire, tout le monde le peut, et personne n'a rien à dire sur ce que vous écrivez. Si vous avez envie d'écrire, écrivez, voilà, en fait, c'est aussi simple que ça. Que ce soit complètement informe, que ça n'ait aucun sens, que ça n'ait pas de fin, ou que ce soit qu'une fin et qu'il n'y ait pas de début, que l'univers soit incohérent. Si ça vous fait du bien d'écrire, s'il faut que ça sorte, faites-le sortir, écrivez. C'est super important. Ensuite, si vous voulez être lu, par extension être édité, mais c'est pas obligatoire, là effectivement on va commencer ce qui s'appelle un travail, parce que pour construire un univers cohérent, une histoire qui tienne en haleine, des personnages auxquels le héros peut s'identifier, il faut quand même une certaine réflexion, certaines compétences, voire s'entourer d'un bon réseau. Donc là on est vraiment en fait sur un travail. Donc, la question importante du coup, celle à laquelle vous devez répondre à vous-même et pour vous-même, c'est est-ce que vous souhaitez être lu? Parce que dans l'absolu, il y a certains textes qui n'ont pas vocation à être lus, certains écrivains qui n'ont pas envie d'être lus. Et faites ce que vous voulez, c'est votre texte, de toute façon. Donc si vous n'avez pas envie d'être lu, vous n'avez pas à vous prendre la tête avec tout ce que j'ai cité précédemment. Voilà. Par contre, si vous voulez être lu, là voilà, donc il faut bosser. Et du coup, ce travail, déjà ça commence par de la réécriture. Donc il faut savoir que quand on écrit, on fait d'abord un premier jet. Et après ce premier jet, il va y avoir un deuxième, un troisième, un quatrième. Il y a des bouquins qui vont jusqu'à la 8e version. 8e version avant d'être validé par un éditeur. Et ensuite, il y aura donc des corrections.
Enfin, vaut mieux faire les corrections avant de l'envoyer à l'éditeur, d'ailleurs, quand même, pour histoire d'avoir le texte quand même le plus agréable à lire possible, parce que ça joue quand même dans la sélection. Et ensuite, une fois qu'il est sélectionné par l'éditeur, il y aura encore une phase de correction éditoriale. Et donc, l'autre conseil que je vous donnerais, si vous souhaitez être lu, indépendamment du fait de rechercher un éditeur ou de ne pas rechercher d'éditeur, si vous voulez être lu, il faut vous demander par qui. Parce que en fonction de si vous vous adressez à un public jeunesse, à un public adulte, à des publics beaucoup plus ciblés, comme par exemple la communauté LGBT, ou j'en sais rien, moi les gens qui se brossent les dents dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, du coup en fait ça va vraiment orienter ce que vous allez raconter dans votre histoire. C'est-à-dire que même si votre héros il a plusieurs facettes, vous allez montrer celles qui vont intéresser votre lectorat. Alors dans un sens c'est plus difficile parce que ça fait plus de contraintes, mais dans un sens c'est plus facile parce que du coup vous savez ce qu'il faut ce que vous devez écrire. En fait, avec une cible super vague, pas d'inquiétude, hein, on commence tous avec une cible super vague, en mode oui, moi je fais du tout public, tout le monde il peut le lire, je veux que voilà. Puis c'est normal aussi de vouloir que tout le monde puisse lire ses écrits. Mais en fait, avec une cible super vague, le risque c'est de disperser, de vouloir en dire trop, d'aborder plein de sujets et au final de pas prendre le temps de tous les traiter, parce que votre héros il a qu'une seule vie, il a sûrement une mission, donc du coup il peut pas tout faire non plus en même temps. Et du coup, le risque c'est aussi que votre héros, au final, il soit guère caractérisé, plus ou moins inidentifiable, et puis qu'on s'en souvienne pas trop, qu'il se fasse balloter par les événements, parce qu'il se passe trop de trucs. Alors qu'au contraire, si vous avez un public précis, bien défini, vous avez le potentiel d'avoir une énorme résonance entre votre lecteur et votre héros, parce qu'il va vraiment s'identifier, puisque vous l'avez ciblé. Et ça peut faire vraiment un bouquin super puissant auprès du coup d'une cible précise. C'est là qu'intervient le réseau. Si vous avez un bon réseau dans cette cible-là, du coup c'est tout bonheur. Si vous n'avez aucun réseau, c'est vrai que ça peut être difficile de rentrer dedans. Votre lecteur n'a pas besoin de tout savoir. Il a besoin de vivre une expérience par procuration. Il a besoin de ressentir les émotions du personnage. Il a besoin de pouvoir s'identifier à ses buts, à ses difficultés, à ses sentiments. Et donc pour ça, plus vous savez pour qui vous écrivez, plus c'est facile du coup d'écrire un livre qui correspond à ce qu'ils attendent. Et une fois que ça c'est clair, c'est vrai que c'est aussi un avantage pour pitcher votre bouquin auprès de l'éditeur. Moi, j'écris pour ceux qui boivent leur café à la petite cuillère. Voilà. C'est l'histoire d'un héros qui boit son café à la petite cuillère. Bon, il y a sûrement un public. Et du coup, forcément, une fois qu'on est dans cette démarche-là, alors c'est la démarche extrême que je vous dis, c'est vraiment... tous les auteurs n'écrivent pas comme ça. Mais du coup, il faut réussir à doser entre tout le bordel qui vous passait par la tête que vous vouliez poser par écrit, et le fait de vous adresser à une cible. C'est-à-dire que plus vous ciblez, plus ce sera facile de trouver votre cible, mais plus vous balancez des trucs, plus vous faites plaisir à écrire. Donc faut réussir à doser les deux si vous voulez être lu. Si vous voulez pas être lu, vous vous en fichez de faire le tri et de vous adresser à quelqu'un. Mais voilà, si vous voulez être lu, il faut quand même prendre en compte qu'il y a cet aspect commercial à prévoir, et du coup qui permettra d'écrémer en fait votre premier jet au fur et à mesure des réécritures. Le premier jet, faut tout lâcher, faut tout lâcher. C'est après que ce travail vient. Mais voilà, il faut l'avoir en tête quand même. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des morceaux de votre premier jet qui soient coupés, qui soient modifiés, parce que si vous voulez être lu et que vous voulez vendre, il y a bien un moment, le moment commercial, il est là. C'est moche, mais il est là. Du coup, il est répondu à une question, une autre question de Dristan, qui nous demande comment faire le tri entre les idées qui tiennent la route et les autres. Alors, comme je le disais, le premier jet, il faut tout jeter dessus. Le brouillon, le premier jet, en fait, il faut tout jeter. Parce qu'en fait, des fois, il va y avoir des idées, on a l'impression qu'elles sont géniales, et puis on va écrire la scène, et on va se dire « Ah, en fait, je suis trop con, il n'y en avait pas besoin pour réussir. » Oups. Et puis des fois, il y a des détails qui nous paraissent nuls, ou alors des blagues que notre frangin ou un pote nous a balancé comme ça, en mode « Eh, c'est ton personnage, il fait ça, c'est marrant. » Et en fait, ça va être une putain de bonne idée, parce que ça va complètement vous retourner le scénario.
et ça va vous permettre d'ouvrir une porte à la fois cohérente, logique, qui fait péter plein de trucs trop bien, et du coup bah faut y aller, hein, voilà. Donc c'est vraiment important de tout jeter sur le papier, sur le premier jet, et en fait vous ferez le tri après. Vous vous rendrez compte une fois que ce premier jet est écrit, si ça marche, si ça marche pas, et le premier gros tri, le premier gros écrémage, il se fera naturellement en fait à la fin du premier jet. Dernière question de Dristan pour les conseils aux jeunes écrivains. Que dire aux gens qui ont peur de se lancer, qui ont peur de mal faire? Alors je vous dirais, il y a mal faire, ça n'existe pas. Déjà parce que il y a des lectorats pour tout. Honnêtement, hein. Déjà chaque auteur a sa plume, chaque auteur a ce qu'il a envie de raconter sur le fond. Des fois il y a des gens, ils sont complètement barrés, ils écrivent des trucs, ça part dans tous les sens. Ils ont même pas recherché d'éditeur, mais ils mettent leur texte en ligne sur des sites comme Wattpad par exemple, et ils ont des millions de lecteurs. Parce que leur truc en fait il est tellement barré que bah, chapitre après chapitre en fait la mayonnaise prend, et du coup c'est juste trop bien. Donc n'ayez pas peur de faire un truc qui soit trop. Si c'est vous, si ça vous fait du bien de le sortir, il faut le sortir. Et dans tous les cas il y a forcément un public pour tout, hein, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et il y a aussi des auteurs qui sont édités et qui publient des trucs qui sont complètement atypiques. Je citerai Damasio par exemple. Damasio c'est un auteur qui a mi-chemin entre le fantastique, l'onirique, la science-fiction. En fait il va créer un concept, il va complètement tortiller la typographie, il va inventer des mots, il refait sa sauce en fait avec le français. C'est relié à une espèce de mystique dans ses bouquins qui tu sais pas si c'est vraiment mystique ou si c'est vraiment vrai ou pas. Et en fait ça marche super bien. Ça marche super bien. Donc n'ayez pas peur de tester des trucs, n'ayez pas peur de faire à votre sauce. Enfin, sauf si vous voulez faire du bouquin de plage en 100 pages qui se vend dans les gares. Hein. Dans ce cas-là, effectivement, hein, faites cadrer, c'est simple, voilà. Mais si vous voulez sortir des trucs bizarres, sortez des trucs bizarres. De toute façon, vous réfléchirez après le premier jet si vous avez envie de le faire lire ou pas, s'il faut le modifier ou pas. Mais testez des trucs, surprenez-nous. Je veux dire, les lecteurs ont envie de choses nouvelles. Bah, des fois, ils ont envie de choses nouvelles et puis des fois, ils ont envie de choses habituelles, mais ça fait du bien quand on se prend une claque comme ça de choses auxquelles on n'avait jamais pensé et qu'on n'a jamais eu l'occasion de lire avant. Alors ça c'est un coup à ce que le manuscrit soit refusé pendant 20 ans et qu'il reste dans votre placard, et que dans 20 ans vous deveniez le prochain best-seller, un peu comme J.K. Rowling en fait. Voilà, Harry Potter elle l'a écrit trop tôt, et puis il y a eu un jour, le public était prêt, l'éditeur il a dit ok c'est maintenant, et voilà. Puis, c'était un ovni à l'époque, voilà. Donc n'ayez pas peur de tester des trucs. Faites-vous plaisir, c'est le principal. Voilà, nous allons conclure. C'était rigolo de faire cette FAQ avec vous. Nous allons conclure par une dernière question de Tristan qui me demande: est-ce que j'aurais des conseils pour mon moi d'il y a 10 ans? Alors il se trouve que j'avais pas fait gaffe, mais il y a 10 ans, à peu près jour pour jour, je signais le tout premier contrat d'édition pour Loup Rouge. C'était le premier contrat auprès de la maison d'édition Les Deux Encres, qui a fermé depuis. Et alors, soyons clairs, ce contrat d'édition, c'était une grosse escroquerie. Mais genre la grosse escroquerie. C'est-à-dire que j'ai dû payer 3000 € pour un tirage à 1000 exemplaires de mon livre. Mon livre qui a eu une jaquette dégueulasse, avec la police de titre comics sans MS, s'il vous plaît, en couleur rose saumon. L'illustration de couverture, c'est moi qui ai dû la fournir, et ça je m'en suis rendu compte genre 2 semaines avant la sortie du livre, donc voilà, le temps de la faire c'était quand même compliqué. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il n'y allait pas? Oui, alors bien sûr, aucune correction éditoriale, là ils ont à peine corrigé quelques fautes d'orthographe, mais ils en ont rajouté d'autres. Ils ont fait strictement aucune pub, c'est-à-dire qu'après avoir payé les 3000 € pour l'impression du livre, ensuite j'ai dû racheter les livres derrière, pour pouvoir les vendre moi-même sur les salons, parce que l'éditeur n'en vendait pas, ça lui revenait moins cher de les mettre au pilon que de démarcher les libraires pour les vendre, en fait. Donc du coup, grosse escroquerie. En plus, un jour, en débarquant en librairie pour une dédicace, je me suis rendu compte qu'ils en avaient réimprimé alors qu'ils en avaient déclaré que 500 vendus, donc en fait ils en avaient même pas imprimé 1000, ils en avaient imprimé 500. Moi j'ai payé 3000 balles pour 1000 bouquins.
ils en avaient imprimé que 500. Bref, ça m'a quand même fait bien grave chier. Mais cet éditeur, cet escroc, a tout de même été l'opportunité qui m'a permis de rencontrer mon éditrice actuelle. Donc, si je pouvais parler à mon moi du passé d'il y a 10 ans, je pense que je lui dirais tout ça. Je lui dirais, écoute, signer ce contrat, tu vas te faire entuber, mais ça va t'ouvrir des portes. Tu as un autre choix. L'autre choix, c'est l'auto-édition. Ça va coûter le même prix, sauf que c'est moi qui gère tous mes bouquins de A à Z, j'ai pas besoin de les racheter derrière, parce que je les ai déjà achetés une fois. Alors il faut se prendre la tête pour faire la maquette et tout ça, mais bon, en vrai, j'aurais pas pu faire pire que ce qu'ils ont fait. J'aurais même pu mettre des illustrations à l'intérieur. Et au final, ça m'aurait revenu au même. Donc évidemment, c'était plus de temps, c'était plus de stress. À l'époque, ça m'avait fait énormément plaisir d'avoir reçu un oui de la part d'un éditeur. Donc il y avait aussi cette énorme émulation qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a beaucoup enjoint en fait à continuer à écrire. Mais je pense que, avec le recul, j'aurais préféré quand même avoir été prévenue, savoir que j'avais le choix entre l'auto-édition et ça, et choisir en conscience d'avoir un gars qui s'occupe de tout ça, et que du coup, certes, ça allait me coûter plus cher, mais j'avais pas à gérer les stocks, j'avais pas à m'emmerder avec la maquette, et voilà. Donc, avec le recul, je pense que j'aurais signé quand même, mais au moins j'aurais su où je m'engageais. Alors que là, c'était clairement oui, on s'occupe de tout, vous inquiétez pas, votre livre il est génial, on comprend pas pourquoi Brajlon l'a pas édité. Donc, enfin voilà, c'était vraiment de l'arnaque complète. Hein. Avec du coup d'une désillusion à la hauteur de la joie immense que j'ai reçue quand ils m'ont appelé pour me dire oui, on vous édite. Voilà, qu'est-ce que tu fais, patate? Tu manges des feuilles, ok. Je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je sais pas combien de temps elle dure, mais beaucoup trop longtemps, certainement, c'est ma toute première vidéo, donc je suis restée très light sur le montage parce que je sais pas mes compétences, voilà. Merci énormément à du coup, aux 500 personnes abonnées à la page Facebook qui ont généré du coup la possibilité de pouvoir créer cette vidéo. Un merci énorme aux tipeurs et aux utipeurs qui me permettent de poursuivre mon activité d'écriture de façon beaucoup plus sereine. Et un grand merci globalement à tous ceux qui m'ont lu, à tous ceux qui m'ont encouragé, à tous ceux qui m'ont dit que ce que je fais c'est trop bien, parce que c'est ce qu'il y a de plus important en fait, c'est de voir des paillettes dans vos yeux, c'est pour ça que je fais tout ça, voilà. Et donc le jour où ça vous plaît plus, bah faut le dire parce que du coup je le fais pour rien, on va couper ça au montage, voilà. Merci beaucoup. C'est bon les feuilles ma patate? Bah oui c'est bon les feuilles ma patate.